7 jours, 7 livres, avec une petite pause, mais ça fait rien. Aujourd'hui, Cécile Walsbrot. C'est quelqu'un que je lis depuis longtemps. C'est une amie commune, Dominique Dussidour, qui me l'avait fait connaître au temps de Remue.net, mais il y a déjà plus de 20 ans. Et puis tout d'un coup, arrive un livre qui me fiche les jetons au moment de commencer la vidéo, parce que c'est une mécanique tellement subtile, tellement complexe, mais en même temps tellement lumineuse, qui m'a produit un tel bonheur de lecture. C'est pas dire « wow », non, c'est que tout d'un coup, tu as un mode d'inventer un livre que je connais pas dans les livres qui m'entourent. Tout d'un coup, tu déplaces une pièce sur un échiquier, et ces pièces s'appellent « possibilités du livre ». Et ça me concerne à double titre. Les villes et la traduction. C'est la traduction, ce que j'avais vu passer, Jean-Pierre Suodo, elle parle de Lovecraft à un moment donné. Ouais, enfin c'est tout petit, mais tout d'un coup, waouh, Walsbrot sur traduire. De toute façon, on y va. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est les villes. C'est ça dont il faut parler. Et puis, où s'établit sa narration. Et c'est là où d'emblée, dès la première page, t'as le fauteuil qui s'en va sous tes fesses. Il était une fois une femme qui écrivait dans une grande ville, une capitale, écrivait la maison perdue au bord de la mer où elle n'allait plus depuis longtemps, et le temps perdu, ou plutôt le passage du temps. Une femme écrivain qui cherchait à saisir l'instant, disait-elle, mais aussi la trace de la présence humaine dans l'éternité. Vous voyez comme c'est écrit ? Dans un livre dont le titre, To the Lighthouse, fut traduit en français par La promenade au phare, le mouvement du tout se retrouvant dans le mot promenade. Mais peut-on appeler la traversée de la mer vers le phare promenade ? Une promenade ne se fait-elle pas plutôt sur la terre ferme ? Plus tard, d'autres titres s'ajoutèrent. Voyage au phare, vers le phare, au phare, échouant un peu tous devant l'évidence du tout, ne pouvant la reproduire. Die Fahrt zum Leuchtturm, dit la première traduction en langue allemande, et une version plus récente, zum Leuchtturm. L'allemand a plus la possibilité d'une traduction littérale que le français, car il peut calquer la construction anglaise, mais le résultat est compact, les syllabes trop denses par rapport aux sonorités aériennes du titre anglais. C'est peut-être la raison pour laquelle la première traduction avait ajouté « Die Fahrt », l'équivalent de notre promenade. Mais contrairement à promenade, Fahrt contient l'idée d'un trajet, un trajet plutôt effectué à l'aide d'un moyen de transport qui peut être aussi un bateau, une barque. En ce sens, voyage au phare serait la transcription la plus exacte, correspondant au nombre de syllabes du titre anglais, à son côté aéré, aérien, même si voyage paraît un peu trop fort pour désigner une simple traversée, une excursion. Mais ce voyage n'a-t-il pas duré plus de 10 ans ? Et qui peut mesurer la durée d'un voyage ? Il commence bien avant et se termine bien après le simple déplacement, s'il se termine jamais. « It's almost dark to see, said Andrew, coming up from the beach. » Mr. Banks n'est pas le seul personnage. Il n'est pas non plus le personnage principal, pas plus qu'Andrew. Sont-ils même des personnages ? Il fait presque trop sombre pour voir, dit Andrew, revenant de la plage. Il fait presque trop noir pour voir, dit Andrew, revenu de la plage. Il fait trop noir presque pour voir, dit Andrew, en revenant de la plage. Trop sombre, trop noir pour voir, pour y voir quelque chose. Revenant, revenu de la plage. Coming in, coming up. Ces post-positions sont un véritable casse-tête. Faut-il les rendre avec précision ? Faut-il les ignorer ? Bien sûr, elles ajoutent quelque chose. Ce quelque chose est une nuance importante. Mais serait-il si grave
de les laisser de côté au profit du rythme et de la répétition, ou de se résoudre à marquer la différence par une simple lettre, venant, revenant, et puis trop sombre pour voir quoi? L'avenir? La nuit tombe, va tomber, ils rentrent l'un après l'autre. One can hardly tell which is the sea and which is the land, said Prue. Andrew et Prue appartiennent à la famille Ramsay, tandis que Mr. Banks est un ami. La famille Ramsay est le cœur du roman, plutôt c'est la mère, Mrs. Ramsay, il y a 8 enfants, etc., etc., etc. Je laisse. One can hardly tell which is the sea and which is the land, said Prue. On peut à peine distinguer ce qui est la mer de ce qui est la terre, à peine distinguer la mer de la terre ou la terre de la mer. On a peine à dire ce qui est la mer et ce qui est la terre. On a peine à dire où est la mer, où est la terre. C'est le commencement des temps. Il y a eu un avant, bien sûr, il y a eu la journée, mais c'est là que tout commence, que tout recommence dans la nuit, la genèse, le début des temps. On pourrait lire la deuxième partie de la promenade au phare, etc. Ça y est, vous avez pigé. Je vais vous raconter. Cécile Vachebrot, chez le même éditeur, Le bruit du temps. D'ailleurs, je me demande si par provoque, auprès d'Antoine Jacotet qui a fondé Le bruit du temps, elle n'aurait pas pu intituler son livre plutôt que Nevermore, qui fait plutôt penser au Corbeau d'Edgar Poe. Moi, j'aime pas ce titre. Moi, j'aurais dit Cécile Vachebrot, Le bruit du temps. Et à l'éditeur, Antoine Jacotet, j'aurais dit t'as vu? Le titre de mon livre, c'est le titre de ta maison d'édition. Et si ça te plaît pas, tant pis, c'est comme ça. Le bruit du temps, mais c'est comme ça, vous vous souviendrez que c'est chez Le bruit du temps. Le temps. Donc Cécile Vachebrot, Au bruit du temps, a traduit un roman essentiel de Virginia Woolf. Vague, The Waves. C'est pas la seule. Vous savez que Virginia Woolf s'est élevée, comme on dit, au domaine public. Il y a 2-3 ans maintenant de ça. Elle s'est suicidée, je crois, en 1942. Vous ajoutez 70. Et il y a par exemple aussi Christine Janet, qui non seulement, elle aussi, fait son parcours de traduire les vagues, et c'est important qu'on mette ça comme écosystème, mais produit sur son blog un commentaire de sa traduction. C'est très étonnant pour moi d'ailleurs ce parallèle de démarche qui probablement s'ignore. Mais là, c'est pas les vagues, c'est To the Lighthouse, la promenade au phare. Et c'est un livre qui est en 3 parties. La première partie, c'est un repas. Un truc familial, lourd. Est-ce qu'on ira au phare ensuite? Et puis ensuite, deuxième partie, avec un titre. The Time Passes. Et cette partie 2, le temps qui passe, a été traduite en tant que telle. Et puis une troisième partie qui est, 10 ans après, on y va. Et dans le livre de Virginia Woolf, cette deuxième partie, le temps qui passe, c'est quoi? C'est juste une maison. C'est une maison qui est restée telle qu'elle. Il y a les habits dans les armoires, il y a tous les objets qui sont restés là. Simplement, personne n'y revient. Et le récit, lui, s'ancre dans cette maison. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Cécile Vachebrot? Est-ce qu'elle traduit To the Lighthouse? Non, elle a traduit vague. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle est en train d'achever une traduction de Promenade au phare. Et le jour où ça sort, sûr que je serai le premier à la lire. Mais il se passe quelque chose de plus profond, plus bousculant, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle lit, elles n'ont pas traduit. The time passes. Et puis pour chaque phrase de Virginia Woolf, s'entame le travail du traducteur. C'est-à-dire, tu as cette phrase, tu la comprends, donc tu la comprends littéralement. Et dans ce que tu comprends littéralement, tu manques. C'est raide, tu manques ci, tu manques ça. Et donc tu produis une deuxième phrase qui va essayer d'attraper ça. Mais là, peut-être que tu vas t'éloigner, peut-être que tu vas te couper du rythme, peut-être que tu vas alourdir. Alors, chaque paragraphe, donc on lance avec la phrase anglaise, mais aussitôt après la phrase anglaise, il y a cette espèce de temps direct du mental du traducteur. Alors elle dit bien roman, c'est-à-dire on constitue le récit de cette expérience. Et c'est là que c'est fabuleux, parce que peu importe le fait qu'on pratique l'anglais ou pas,
peu importe le fait que je traduise Lovecraft ou pas, et que je me retrouve là tout d'un coup immergé dans ma même table de travail de la traduction d'un texte littéraire. Non, c'est pas ça, c'est ce qui se passe mentalement. C'est-à-dire se couvrent en vous ces phrases qui apparemment sont extrêmement simples. La nuit, le jour, la mer, la maison, des personnages qui passent. Et puis avec ça, la langue de Virginia Woolf qui en fait un monument de subjectivité. C'est-à-dire, vous traversez, simplement par ces choses extrêmement simples de quelqu'un qui rentre de la plage au soir, rentre dans la maison et dit il fait trop tard, on n'y voit plus. Mais vous voyez, là je simplifie, je détruis et Virginia Woolf et le travail, le chemin que va faire Cécile Walsbrot pour aller vers ce que cette langue dérange et comment ces choses extrêmement simples peuvent déranger en vous. Par exemple, là où on ne peut pas distinguer sur l'estran ce qui est terre, ce qui est mer, vous savez qu'il y a l'étoile de Monet, et puis il y a la visite dans La recherche du temps perdu, à la fin de l'ombre des jeunes filles en fleurs, il y a la visite à l'atelier d'Elstir, et Elstir qui est, lui, ça s'appelle la baie de Carqueuit, je crois, qui est justement en train de s'acharner à peindre cette frange précise, on ne sait plus si c'est de la terre encore ou déjà de la mer. Donc, on est dans quelque chose d'ailleurs de parfaitement simultané, Proust et Virginia Woolf. Alors, est-ce que pendant 300 pages, vous allez lire comme un roman l'aventure d'une traduction de phrases qui pourtant, évidemment, sont hyper dérangeantes? J'ouvre un peu au hasard. Alors, excusez-moi, parce que moi, l'anglais, c'est pas fluent. Lire, ça va. Prononcer, c'est autre chose. Je vous dis pas la phrase anglaise. So loveliness reigned and stillness and together made the shape of loveliness itself, a form from which life had parted. Les points-virgules, l'anglais les aime. Virginia Woolf, encore plus. Il scande ses romans, sont comme une brève pause qui permet de repartir. Touch and go. Cela commence dès le premier, dès le deuxième mot de la phrase. Loveliness. Que veut-elle dire? Puis comment transcrire? Est-ce simplement la beauté, le charme? Et le charme régnait, le calme, parenthèse pour préserver l'effet de rime, et ils faisaient ensemble la forme du charme même, parenthèse, faire, ce verbe ne va pas. Une forme d'où la vie s'était absentée, et régnait le charme, le calme, ils façonnaient ensemble la forme de la beauté, forme d'où la vie s'était absentée. Du point de vue des sonorités, c'est pas mal, même si certains éléments ne sont pas respectés. La répétition de loveliness, mais le français supporte mal la répétition, dit-on, et le itself qui disparaît. Mais tant de choses disparaissent dans cette histoire. Solitary like a pole at evening, far distant, beauté, poésie, toute tentative de transcription vouée à l'échec. Essayons avec un soupir, mais sans découragement. Solitaire comme un étang, le soir au loin, vu depuis la fenêtre d'un train, disparaissant si vite que cet étang, pâle dans le soir, est à peine ravi à sa solitude, bien que vu. Bien qu'ayant été vu, faudrait-il dire, pour bien faire, mais traduire, est-ce bien faire? Comme autrefois vu. La touche est légère, explicite et sobre, simple. Il faut aller au plus simple. Mais on est obligé de dire cet étang pour the pool. Enfin, est-on vraiment obligé? Solitaire tel un étang au soir, dans le lointain, vu depuis la fenêtre d'un train, s'évanouissant si vite que cet étang, dans la pâleur du soir, est à peine arraché à sa solitude. Bien que vu, bien qu'on l'ait vu, ce serait déjà mieux. Solitaire tel un étang dans le soir au loin, vu par la vitre du train, s'évanouissant si vite dans la pâleur du soir que même une fois vu, l'étang est à peine arraché à sa solitude. L'ordre des mots est bouleversé, mais on pourrait presque dire que traduire est une question d'ordre des mots. Trouver la succession la plus naturelle, ou plutôt la plus rythmique. Le moins qu'on puisse dire est que cette phrase n'est pas satisfaisante. Alors voilà les airs un peu plus loin. Bon, je ne vais pas continuer partout. Simplement, ça devient obsédant. C'est une machine.
Mais cette machine, c'est une machine sensible. Et ce qui ressort là, c'est-à-dire tout d'un coup, cette image d'étang au loin, et puis le train qui file et qui reste dans sa solitude, alors que pourtant il vous a happé dans cette solitude. Alors le paradoxe, c'est que sur 300 pages, avec ce travail sur les phrases, sur cette partie centrale de To the Lighthouse, The Time Passes, temps qui passe, bruit du temps, qu'est-ce que vous en aurez lu ? Peut-être 5%, peut-être 10%, je ne sais pas, je n'ai même pas été relire, je n'ai même pas été voir, je crois que je ne supporterai plus aucune traduction, et puis Virginia Woolf, c'est l'enfer à lire tellement c'est justement dans cette sensibilité tout le temps. Mais avec 10% du texte, là, mis en exemple, et puis vous avez cette entrée, cette phrase, elle est mieux comme ça, c'est mieux comme ça, vous avez l'impression d'entrer plus profond dans Virginia Woolf que n'importe quelle traduction vous y a emporté. Et ça, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que vous n'allez lire The Time Passes, 10% du texte anglais, et voilà que tout d'un coup, vous avez l'impression d'une intimité avec ce texte qui remplace même la lecture intégrale. C'est le premier paradoxe de ce livre. Alors, est-ce que ça peut tenir ? C'est-à-dire l'exercice intellectuel de quelqu'un qui traduit Virginia Woolf phrase à phrase et qui vous dit ouais, mais là, non, ça marche pas. C'est-à-dire, qui c'est ça ? Qui parle ? Eh bien, tout d'un coup, quand ça arrive au début, des portraits de ville, moi, je me suis dit, oulala, collage, oulala, artificiel, oulala. Et puis arrive Tchernobyl, par exemple. Alors, je me suis dit, ce danger d'installer de la politique là, directement, enfin la politique du temps, c'est une politique qui nous concerne, c'est pas politique au petit sens du mot. Quand est-ce qu'elle s'est suicidée, Virginia Woolf ? C'est dans la Deuxième Guerre mondiale. Les bombardements de Londres, et c'est ce temps de la guerre, le temps de la Première Guerre mondiale, là, il constitue ce récit, il constitue cette intériorité subjective de toute l'œuvre de Virginia Woolf, elle est soumise à ces grands flux d'histoire. Simplement, ces flux qui sont tenus à distance, un petit peu comme Marguerite Duras aussi, entrera dans cette dialectique permanente. Et puis, tout d'un coup, tu relis encore à Tchernobyl, parce que c'est une suite de fugues. Donc il y a cette rythmique-là de la traduction, phrase à phrase, puis tout d'un coup, on est dans de la poétique en permanence, mais s'installe Tchernobyl, s'installe New York, et s'installe Dresden, cette ville allemande anciennement à l'Est, totalement rasée, bombardée en 1945. C'est important. Par exemple, c'était la seule bibliothèque qui, avec la Bibliothèque nationale en France, qui détenait l'édition originale du Pantagruel de Rabelais. On l'a juste retrouvé, je crois, une vingtaine d'années après la guerre. Donc là encore, on n'est pas dans... Enfin, tous ces liens se refont facilement. Et puis, il y a New York. Et New York, vous savez, c'est la High Line, celle qui commence au Whitney Museum, mais sur les anciens docks de l'Hudson, et puis remonte jusqu'à la Penn Station. Évidemment, promenade qu'on a tous faite. On a vu ce chantier, c'est un chantier qui nous est contemporain, mais c'est une sorte d'emblème de modernité, d'emblème de ville. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici ? Et puis, à mesure qu'elle avance, par quoi on se fait happer ? C'est-à-dire que ce travail qui est de comment je peux emmener la phrase, aller vers la traduction. C'est quoi traduire ? C'est de la grammaire ? C'est de la rythmique ? C'est de la connaissance linguistique ? Pas simplement, pas seulement, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, c'est comment tu rends compte dans la phrase du travail intérieur qui s'accomplit en toi. Et là, puisqu'il s'agit de guerre, puisqu'il s'agit de temps, puisqu'il s'agit de personnages presque évanescents, de tensions familiales, et puis qu'il y a cette maison abandonnée, et c'est pas n'importe quoi, c'est les vacances de Virginia Woolf enfant au pays de Galles, mais c'est transposé sur l'île de Skye, c'est face à Saint-Kilda, et donc tout d'un coup, la prégnance de l'île, quelque chose décalé beaucoup plus au nord, ce paysage de falaise, tout devient beaucoup plus
obsédant, fantomatique, comment vous allez rendre ce travail? Par exemple, un personnage dit à un moment que celui-ci, le soir, il lit Virgile. Eh bien, elle entre dans Virgile. Ces maisons vides, cette île tout d'un coup déshéritée, eh bien, qu'est-ce que c'est Tchernobyl? C'est le fait, la première description, c'est ce qu'on a l'impression de déjà connaître. Mais on fait confiance, on est déjà happé par le livre. C'est-à-dire cette nature vide, ces animaux qui restent, cette transformation de la végétation, et puis quelques vieilles personnes qui ont refusé de partir. Et puis ensuite, deuxième occurrence, c'est la nouvelle ville de Tchernobyl qui a été construite de toutes pièces à 10 km de l'explosion de la centrale, de l'accident atomique. Et puis cette ville, en fait, personne n'y habite. Personne n'a voulu venir se réinstaller. Ceux qui vivaient dans le territoire expulsé sont partis beaucoup plus loin. Donc voilà une ville qui a été construite dans l'idée même de colmater l'accident ou conjurer l'accident, au point qu'il y a un musée. C'est-à-dire que le musée de la catastrophe organise la nouvelle ville. Mais la nouvelle ville devient elle-même une catastrophe, puisqu'on a construit une ville désertée. Et puis là, tout d'un coup, tu ne sais plus où tu es. Alors, le High Line de New York, tu vas dire, bon, c'est gentil, ça s'appelle Interlude, et tu nous redonnes un beau signe d'optimisme, mais le beau signe d'optimisme, ah ouais, mais c'est la langue anglaise. La langue anglaise, là où est le principal pouvoir financier. La langue anglaise de Virginia Woolf, Londres, pour cette maîtrise coloniale du monde, ça s'est déporté à New York, avec toutes les bourses, les markets, etc. La domination, cette puissance à échelle mondiale. Et c'est quoi la High Line? Eh bien, au bout, tu as les anciens docks. Les anciens docks, c'est quoi? Pourquoi ils ne sont plus là, les docks? C'est les immigrants. Et tout d'un coup, alors Cécile Walsbrot, ascendance polonaise, vit à Berlin, etc., etc., on sait qu'elle triche pas avec ces trucs-là. Mais Ellis Island, Pérec, etc., on a déjà ça. Mais là, on n'est plus dans Ellis Island. On est dans ce chemin géographique qui était celui des anciens immigrants, les paquebots, et puis qui marche vers le cœur financier et actif de la ville. Et tout d'un coup, ce lien de Virginia Woolf, on n'est plus au début du XXe siècle. On est projeté dans notre temps, littéralement au présent. Et là, waouh, respect. Et par quoi ça passe? Eh bien, parce que la High Line, il y a des graines qui sont là, il y a des herbes là qui poussent parce que c'est pas livré aux voitures, etc. Et que dans ce côté sauvage là, même en plein New York, il y a quelque chose de la mémoire, quelque chose du monde. Et c'était quoi les bateaux? Eh bien, par exemple, on va retrouver, puisque au temps de promenade au phare, c'est le Titanic et le bateau. Vous savez comment il s'appelle, le bateau qui s'est détourné, qui était là 3 heures plus tard, et qui a réussi à sauver, je crois, 700 passagers, à les embarquer, et qui a fait demi-tour, qui est revenu à New York? Eh bien, elle va raconter l'histoire de ce bateau-là. Et ce bateau, eh bien, à quel endroit il accoste à New York? Comment il les débarque, les passagers qu'il a sauvés, en ayant laissé 1500 morts ou je ne sais pas. Et qu'est-ce qui est devenu du bateau? C'était qui le capitaine? Comment il a été coulé par un sous-marin allemand en 1918? Et oui, tout d'un coup, ça devient une énorme machine. Alors, Tchernobyl, j'insiste pas, mais parce qu'on va se balader aussi en Asie, au Japon, etc. C'est-à-dire, on interroge la ville par ce principe, dans notre présent, de ce que fait Virginia Woolf avec... J'interroge la Première Guerre mondiale, j'interroge une famille, j'interroge cette subjectivité de être face à la mer, et je l'interroge en installant cette maison. Et cette maison, elle est inhabitée, elle est désertée, elle devient de plus en plus obsessive. C'est-à-dire, au début, je me disais, mais pourquoi elle appelle roman ce livre? Bah ouais, mais justement, ça devient le roman de la maison qui, chez Virginia Woolf, est juste l'enveloppe du récit. The Time Passes. Et puis Dresde, bien tout simplement, pour écrire, aller à Dresde. Et là, c'est peut-être les zones les plus mystérieuses de ce livre. C'est-à-dire, moi j'ai vécu 1 an à Berlin, Ouest, la dernière année
en 88, avant la chute du mur, et ce qui s'ensuit. Je suis allé, on allait fréquemment à Berlin-Est. Je suis retourné depuis, je suis allé faire une lecture à Leipzig. Mais aller à Dresde, c'est se confronter à ce qui s'est reconstruit, là encore, et qui n'efface pas le temps. Alors est-ce que c'est lourd ? Ça pourrait être facilement lourd. Mais comment elle s'y prend, elle ? Eh bien, par exemple, dans Virginia Woolf, à un moment donné, tu as le son des cloches au loin. Ce son des cloches au loin, qui est le premier compositeur qui a installé des cloches dans une musique ? Et puis, vous avez par exemple Benjamin Britten. Et puis là, donc, on se retrouve dans l'univers anglais de Virginia Woolf. À la mort de Britten, Arvo Pärt, c'était mon voisin du dessous toute l'année à Berlin. Arvo Pärt fait un hommage à Benjamin Britten uniquement avec des cloches qui carillonnent. Il y a un autre aussi qui a organisé, un musicien mais plus performeur, qui a organisé dans une ville faire sonner toutes les cloches à un moment donné, à des endroits différents. Donc c'est le même son de cloche, mais il se déplace spatialement. Et si vous êtes en haut de la ville, qu'une carte sonore devient la production musicale. Alors est-ce que c'est lourd ? Est-ce que ça nous intéresse tout d'un coup ? Non, mais tout d'un coup, c'est comme si chaque fois, le texte de Virginia Woolf se déployait jusque dans le présent, mais aussi dans la matérialité esthétique. Et elle, alors est-ce que c'est fiction ou pas ? Qu'est-ce que ça peut faire ? En tout cas, elle est en résidence à Dresde, elle a loué une piole. On sait qu'il y a l'Elbe, on sait que la chambre est d'un côté, le centre-ville est de l'autre, et le matin, elle va écrire dans une espèce de ces centres culturels, parce qu'il y a une grande cafétéria, un café avec du monde, du bruit, et c'est là qu'elle travaille, c'est là qu'elle écrit ça. Et puis, par exemple, c'est là où juste le mot roman, ça m'a un petit peu gêné, quand elle revient, c'est-à-dire elle est toute seule avec son texte, elle est toute seule avec son ordi portable, et aller au bout de cette expérience qui est, non pas traduire Promenade au phare, To the Lighthouse, ni même The Time Passes, qui en est la partie centrale, mais qui est d'écrire ce texte avec dans la traduction, texte qui est dans la poétique de Virginia Woolf. Mais une poétique qui est matérialisée, parce qu'il n'y a pas de poétique indépendamment de l'île, de la maison, des personnages, du travail d'aller vers elle, de s'enfoncer, de chercher dans sa langue ce qui correspond à cette grâce de l'écrivain première. Et puis le soir, quand vous revenez à votre piole en traversant le pont de l'Elbe, dans la ville détruite, mais qui a été reconstruite quasi à l'identique, en tout cas spatialement. Tout d'un coup, l'impression d'être suivi, tout d'un coup, l'impression d'une forme, d'un dédoublement. Et croyez-le, là, on n'est plus dans le roman. On est dans... Est-ce qu'on rencontre sa propre peur jusqu'au dédoublement, jusqu'au fantôme, dans ces conditions du travail d'écriture, et ce qu'agrandit de soi ce travail d'écriture quand il y a tout qui résonne. Et Tchernobyl et New York, et le présent là de la ville de Dresde et d'autres harmoniques, mais ça c'est les principales, celles qui structurent, et puis que vous avancez dans ces phrases de Virginia Woolf pour questionner quoi ? Questionner la langue française. Je m'en tiens là, mais c'est-à-dire vous achetez de confiance, c'est pas un service de presse, je me suis commandé, merci Jean-Pierre. Et puis, il y a 10 lignes, là, à un moment donné, sur le Ipswich de Lovecraft, parce que dans Virginia Woolf, tu as cette allusion aux villes englouties. Donc, tu cherches les villes englouties, et comment c'est dans le présent d'aujourd'hui, dans notre imaginaire. Ces villes englouties, tu retrouves Ipswich. Donc, là, c'est pas ça, moi, c'est pas pour ça. C'est tout d'un coup ce mouvement intérieur de traduire, ce que tu cherches en traduisant, ce que tu produis en distordant. Il y a des remarques, là, moi, qui me concernent directement pour H.P. Lovecraft, c'est par exemple le fait qu'en anglais, tu as des formes d'articles définis ou indéfinis, et puis qu'en français, si tu veux garder la même nuance, tu es obligé de changer le statut de l'article. Le défini va devenir indéfini, et le contraire. Puis après, il faudra que tu encaisses. Ouais, regardez, là, il y avait un article défini, là, puis l'autre, il a mis un... Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. L'anglais aime le passif.
Ben, en français, si tu utilises une forme passive, ça marche pas de la même façon. C'est pas le même imaginaire de la langue. Alors évidemment, il y a toutes ces choses-là qui sont un régal. Mais justement parce qu'il faut dire des choses tellement simples, tellement simples. Tiens, j'ouvre au hasard là encore. Où siège la mémoire des voix ? Avec effort, je pouvais entendre les intonations, le timbre, les expressions qu'elle employait, la façon dont elle les disait. Je n'avais pas ses livres à Dresde. En partant, j'avais emporté peu de choses. L'indispensable ordinateur portable, j'aurais presque pu ne partir que lui, car il connaît tout mon travail, beaucoup de ma vie, et une édition de poche de To the Lighthouse. Quelques vêtements, affaires de toilette, cela suffisait pour quelques semaines, quelques mois. Il faudrait, avais-je lu quelque part, peut-être dans un entretien avec Paul Virilio, redéfinir les termes sédentaires et nomade. En autant de mobilité, le sédentaire est celui qui se sent chez lui partout, et nomade, celui qui ne se sent chez lui nulle part. Étais-je sédentaire ou nomade, selon cette redéfinition? Je me sentais tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et en ce moment à Dresde, ni l'un ni l'autre, mais simplement en attente de quelque chose, de quelqu'un. Cécile Vachbrot, le livre s'appelle Nevermore. On va faire tout de suite le truc. Un feutre. Bon, là, ça va pas être joli parce qu'il faudrait un truc bleu, donc on va faire et puis on va écrire Cécile Vachbrot, le bruit du temps. Voilà. Je vous ai parlé d'un livre de Cécile Vachbrot qui s'appelle Le bruit du temps, où on traverse Virginia Woolf pour arriver à bien autre chose. Simplement, quand on arrive au bien autre chose, Virginia Woolf est avec nous. Et moi, je lui dis merci.